Merci Monsieur le Président. Donc je vais y aller vite, je ne vais pas faire tout, passer par le protocole de la réunion, etc. Vu qu'on nous a imparti 15 minutes, et donc 15 minutes, franchement, pour ce que j'ai à dire, ne suffisent pas. La problématique que j'ai à examiner, c'est état de droit et citoyenneté au Maroc, parce qu'au fond, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi en rapport avec notre enfance, puisque c'est l'un des objectifs, c'est l'un des idéaux au centre de la pensée de Mohamed Hassan Bouaziani. Donc ce serait quand même intéressant de savoir en quelque mesure l'évolution du Maroc par rapport à l'idéal de l'état de droit et à l'idéal de la citoyenneté, dans quelle mesure on peut considérer que les choses ont avancé. Alors, il y a peut-être un petit problème au départ qu'il faut régler, qui est de caractère théorique, parce que, en général, on dit état de droit et citoyenneté, en pensant que ça fait partie d'un même ensemble. C'est vrai en partie parce que ça renvoie à un modèle de démocratie libérale et que, au fond, état de droit, citoyenneté, c'est un petit peu le constitutionnalisme moderne, que tout ça, aujourd'hui, s'avère plus ou moins incarné dans un modèle cohérent, homogène, qu'est la démocratie libérale dans le pays européen. Au fond, la réalité est beaucoup plus difficile que ça, parce que, historiquement, effectivement, idéologiquement, au fond, état de droit et citoyenneté ne coïncident pas. Tout simplement parce que la citoyenneté, d'un point de vue historique, en référant évidemment à un modèle grec et un petit peu à une certaine expérience historique, ça renvoie tout simplement, et quand même, à la notion de peuple, d'une légitimité populaire et d'une souveraineté du peuple, idéologiquement parlant. Hein. Et tout un modèle qui a été sublimé, magnifié par un certain Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Or, il se trouve que la définition de l'état de droit, dans son inspiration, j'allais dire, moderne, montesquienne, c'est exactement l'entreprise qui consiste à anticiper ce processus qui consiste à considérer que la liberté réside dans le pouvoir absolu du peuple et qu'il va falloir un peu, plus ou moins, chercher à contrer et anticiper ce processus. Et toute la question de la séparation des pouvoirs chez Montesquieu, la sûreté individuelle, etc., les droits de l'homme, ont été conçus chez Montesquieu, véritablement dans une perspective antidémocratique. Donc c'est-à-dire qu'au fond, le pouvoir absolu, c'est pas seulement celui qui peut venir de la monarchie, mais il peut venir également du peuple. C'est pour dire donc qu'au fond, quand on examine un peu les choses de façon plus précise, ça n'est pas aussi évident que ça que de les mettre ensemble. Néanmoins, disons la réalité dans l'expérience politique moderne, se présente sous cette forme homogène qu'on peut qualifier de constitutionnalisme moderne. Bon. Alors maintenant, le Maroc, par rapport, comme d'autres pays dans le monde musulman, s'est trouvé dans l'espace, j'allais dire, inséré dans une certaine historicité moderne, dans laquelle il s'est trouvé plus ou moins confronté à cet idéal, en fait ces deux idéaux, l'état de droit et la citoyenneté. Bon, nous sommes amenés en quelque sorte un petit peu à faire une sorte de sociologie de la culturation, parce que c'est ça au fond, c'est-à-dire au fond le Maroc, depuis la même configuration, confronté à un idéal étranger, qu'on considère donc comme étant étranger, et par rapport auquel on va essayer plus ou moins de se définir. Hein, et dans quelle mesure on peut accepter, ne pas accepter, etc. Dans quelle mesure on peut s'approprier, ne pas s'approprier ce type d'idéal. Alors, pour ce qui est de cette sociologie de la culturation, disons que, d'une façon générale, la culturation peut prendre la forme, disons, de ce que je peux appeler l'analogisme. C'est-à-dire qu'on va définir des analogies possibles, et ces analogies vont servir plus ou moins à justifier, à légitimer le transfert de telle valeur ou telle autre. Bon, on va, par exemple, depuis le Nahda, je dis bien par exemple, dire la Shura. Hein, la Shura, c'est l'équivalent un peu de ce que peut être une démocratie ou un régime type parlementaire représentatif. Vous voyez, donc on recourt à l'analogisme. Et l'analogisme ici est moins tributaire de données objectives que plutôt de
réalité et de la manipulation qu'on peut faire plus ou moins de l'analogie. Et donc, est-ce que l'analogie est réelle ou pas, est-ce qu'elle est artificielle, peu importe. Ce qui est important, c'est que, disons, la stratégie développée par les acteurs consiste à, éventuellement, même à susciter l'analogie, à la créer, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir opérer ce transfert de valeur. Donc, au fond, depuis la Nahda, au fond, on a fonctionné à fort par l'analogisme. Bon, mais l'analogisme lui-même a ses limites, et donc parfois, on est obligé un petit peu, quand on veut intégrer tel système, sortir de l'analogisme et pouvoir, au fond, carrément entrer dans une forme d'innovation culturelle. Alors, par rapport à l'état de droit et par rapport à l'idéal de la citoyenneté, on peut rapidement dire qu'on s'est trouvé quelque part un peu dans l'obligation, quelque part un peu d'innover. Il était peu facile véritablement de procéder par analogie pour pouvoir dire, bon, nous avons déjà dans le passé ce type d'institution et il n'y a qu'à simplement retrouver un peu les origines, etc. On le fera un petit peu. Mais par rapport à ces deux idéaux, les choses sont beaucoup plus compliquées. Peut-être pour l'idéal de l'état de droit, un petit peu moins. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, et en dépit du passé, j'allais dire despotique, autoritaire du monde musulman, il y avait quand même, du point de vue intellectuel, du point de vue théorique, l'idée que, un gouvernement doit être fondé sur la loi. Alors, il y a toute une même classification, une distinction, qui existe depuis plus longtemps à faire, qu'on retrouve chez Mawardi, qu'on retrouve chez Khaldoun, qu'au fond, il y a trois types de formes de gouvernement. C'est-à-dire, il y a le gouvernement qui n'est fondé sur aucune loi, il y a le gouvernement qui est fondé sur une loi, mais purement humaine, et puis il y a le gouvernement qui est fondé sur la loi divine. Vous voyez, c'est une classification. Évidemment, ce qui est sous-jacent à cette classification, c'est tout simplement l'idée qu'un gouvernement, un bon gouvernement, doit être conforme et fondé sur la loi. Bon, et il se trouve que quand même, cette idée d'un état de droit, si on peut la qualifier de cette manière, dans l'héritage de la pensée musulmane, disons, elle s'insère quand même dans un cadre qu'on peut qualifier de théologico-politique. Alors que la notion d'État moderne, elle outrepasse ses limites théologico-politiques. Parce qu'au fond, la théorie de l'État moderne, c'est par rapport à un idéal politique sans Dieu. Et c'est comme ça que je peux le qualifier. C'est-à-dire, au fond, toute la modernité consiste à dire qu'il y a la possibilité de pouvoir apporter une limitation au pouvoir, mais tout simplement à partir de l'homme, de sa volonté à pouvoir faire des lois et inscrire des limites au pouvoir. Et donc, en cela, il est évident que ça constitue aussi un défi. Pour la citoyenneté, je pense que la possibilité de faire jouer l'analogie est quasiment inexistante, parce qu'au fond, toute la pensée, tout le modèle politique classique de l'islam musulman est construit sur la notion de ra'i. On est dans un modèle pastoral et dans lequel, finalement, ceux qui sont gouvernés sont censés purement simplement obéir. Donc, vous voyez, et pouvoir intégrer une telle, un tel idéal implique quelque part que vraiment, vous changiez un petit peu certaines cultures. Alors il y a quand même cet effort qui a été entrepris depuis la Nahda. Donc ça prend forme d'abord sur la forme d'une véritable critique du despotisme. C'est quelque chose d'inédit. Bon, ça ne veut pas dire que dans le passé on ne critiquait pas, non, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend forme, qui vraiment n'a pas d'équivalent dans le passé. Alors, on a un tas de littérature qui véritablement ont une connotation et une ampleur assez importante, et qui, véritablement considèrent que le despotisme, c'est véritablement le problème et le malheur du monde musulman. Alors, vous avez toute la littérature, depuis la Nahda, il y a des noms qui jalonnent de cette histoire. Je pense à Al-Kawakibi, je pense à comment il s'appelle, Ali Abdelrazak, etc. Et particulièrement Ali Abdelrazak, parce que dans sa manière d'entreprendre la critique du despotisme dans le passé, il va aller très loin, donc jusqu'à pouvoir arriver à cette idée de séparation de l'État de la religion. Parce qu'au fond, la religion aurait été, d'après lui en tout cas, le masque derrière lequel s'est caché le despotisme, et que les Fuqaha, au fond, n'ont fait que traîner tout au long de l'histoire.
Donc, véritablement une innovation. Une innovation également sur le plan, je vais dire, du langage, du lexique. Il y a des termes nouveaux qui se créent pour refléter une certaine inspiration nouvelle. Bon, le mot qui revient, évidemment, qui vient ici, qui s'impose, c'est muwatina. Donc, évidemment, c'est un lexique nouveau, hein, qui vient pour traduire une aspiration nouvelle par rapport, évidemment, à un modèle de relation gouvernementale qui était celui de Rahia. Et on le dit explicitement, on ne peut plus être des on veut devenir des citoyens. Donc, mais il y a aussi un petit peu dans cette entreprise un peu d'acculturation, et il y a aussi le recours un peu à l'analogie. Bon, je mentionne quand même que dans cette entreprise, les Marocains ont joué beaucoup aussi, et c'est là où il y a lieu quand même à mentionner Mohamed Hassan Bouazani, mais il y a d'autres sites, évidemment. Peut-être le profil de Mohamed Hassan Bouazani, et peut-être, on l'a dit souvent, le profil le plus proche du libéralisme, du modèle politique de démocratie libérale. Donc, au Maroc aussi, on n'est pas resté en marge, on a entrepris cet effort d'acculturation. Mais bon, il y a aussi l'effort qui consiste un petit peu à jouer sur l'analogisme. Moi, j'ai à l'esprit un petit peu les décidément le temps très vite, 7 minutes, bon, j'ai encore du temps. Mais soyez un peu généreux quand même. Et donc, que disais-je, l'analogisme aussi a fonctionné. Bon, je pense au livre de Wahed Al-Ahbabi, le gouvernement marocain à l'aube du XXe siècle, dans lequel il y a toute une réinterprétation du contrat de la Bay'a dans un sens très rousseauiste, hein, et qui essaie un petit peu d'orienter la Bay'a dans quelque chose de plus moderne, de plus démocratique. Donc, voilà pour ce qui est un peu de ce processus d'acculturation qui... Maintenant, venons-en un peu à la pratique concrètement. Comment en pratique ce processus d'acculturation joue dans le processus de législation, d'élaboration de textes, etc. Bon, toujours par rapport évidemment à l'histoire du Maroc. Alors, rapidement, je vais dire, bon, évidemment, on l'a dit, le Maroc est entré dans, au moins formellement parlant, dans un processus de constitutionnalisation. Donc, désormais, on étudie l'histoire, la loi patrimoine, ça a été évoqué, mais depuis 62, ça y est, on est dedans. Bon, maintenant, le problème, c'est que dans la logique de fonctionnement du système politique marocain, il y a la combinaison de ce que j'appellerais le constitutionnalisme, c'est-à-dire un texte constitutionnel avec tous les principes du constitution moderne, séparation des pouvoirs, etc., etc. Et puis vous avez ce que j'appellerais en parallèle, emboîté à l'intérieur de cela, mais en même temps surplombant carrément le registre du constitutionnalisme, à savoir ce que j'appellerais en traduisant le fiqhania, enfin le fiqhisme. C'est en fait, on a le constitutionnalisme versus le fiqhisme. Et donc, on se trouve depuis les années 60 jusqu'à maintenant dans une logique qui fait que on a lové un registre fiqhiste de telle manière qu'il permet au fond de neutraliser le registre principal qui est la Constitution et l'article 19 justement a été ce cheval de Troie constitutionnel à partir duquel cette logique du fiqhisme a permis au fond de pouvoir faire jouer tout un registre donc en parallèle et donc en dehors quelque part et même supra par rapport à la Constitution. Alors il y a tout un effort, un jeu de lecture de la Constitution par la monarchie qui montre à quel point le fiqhisme a permis de devenir une autoréférence pour la monarchie pour autodéfinir ses pouvoirs. Et donc, quelque part, un petit peu, j'allais dire, pervertir un peu le sens du constitutionnalisme moderne. Je prends un seul exemple, parce qu'il y a une série d'exemples qu'on peut prendre, mais un seul exemple, la question de la séparation des pouvoirs. Vous avez dans la Constitution la séparation des pouvoirs. Et puis vous avez une interprétation du roi, qui ne peut évidemment pas être contrôlée et mise en cause, à savoir que la personne du roi, du commandant de Corion, fait que finalement cette fois pouvoir par une sorte de transsubstantiation à la manière du Christ
sont dans la personne du commandeur des croyants. Vous voyez, une interprétation fiqhiste qui vient et qui le traduit purement simplement la logique constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. Bon, ça, une première. Mais néanmoins, je pense aussi qu'il y a une sorte de processus inverse qui fait que quand même le constitutionnalisme a un certain effet de réalité sur l'évolution du Maroc. Bon, on peut le reconnaître de différentes manières. On le reconnaît par une certaine dynamique de l'égalité, de l'isonomie, comme diraient les Grecs. Alors évidemment, l'aspect le plus classique, c'est la fin du statut de la dimitude. C'est que dans le système classique, donc les dhimis ne sont pas égaux, hein, pour aller rapidement, et désormais nous sommes aujourd'hui dans un système constitutionnel dans lequel finalement tous les Marocains, on ne dit pas Marocains musulmans, mais tous les Marocains juifs qui peuvent être chrétiens, mais du moment qu'on est Marocain, on est égaux devant les droits et devant la loi. Et ça n'est pas un principe vide. Je pense qu'il a son importance. Néanmoins, la dimitude n'a pas totalement disparu, et vous savez qu'on continue à obéir au Maroc à un système de statut personnel qui obéit aux différences professionnelles. Selon qu'on est juif ou musulman, donc on obéit à la loi mosaïque ou à la loi musulmane. Mais ça ne va pas à l'encontre, en tout cas pour l'instant, à l'encontre de l'idéal de la citoyenneté, du moment que tout le monde, plus ou moins, est d'accord pour considérer qu'on reste dans cette situation et on ne va pas dans la conception de droit commun du type laïque et séculier. Il y a également la logique de la participation. Bon, on est ce qu'il en est. Les élections, vous le savez, c'est le vote, fondamentalement, le moyen par lequel est l'expression fondamentale de la participation des gens, des citoyens. Bon, on sait ce qu'est la réalité. Peu de crédibilité aux élections, jusqu'à un certain temps. Mais même quand il y a crédibilité du processus électoral, cela ne se répercute pas sur le jeu des rapports de force réels qui existent. Donc, de sorte qu'au fond, la participation n'a pas prise sur la réalité du pouvoir. Mais néanmoins, c'est ce qui explique quelque part, un peu qu'à un certain moment, il y ait des formes de participation qui se développent dans la réalité du Maroc moderne et qui, quelque part, un peu cherchent à combler, à compenser un peu l'absence ou le manque de participation dans le sens premier. Bon, vous avez toute la dynamique de la société civile, les droits de l'homme, les associations, etc., etc. Et donc, je pense que tout ça rentre dans cette logique de participation, mais qui est une autre forme de participation. Je pense que pour l'égalité également, il y a lieu quand même à mentionner l'égalité homme-femme. Ça a été important, c'est tout un processus, à la fois politique, la citoyenneté politique des femmes, et la citoyenneté juridique incarnée dans le nouveau code de la famille, qui, là aussi, met en œuvre concrètement, hein, avec ses limites évidemment, mais concrètement l'idéal quand même de l'isonomia, de l'égalité des citoyens. J'arrive au dernier point, et je vous demande, parce que là, je vais toucher quelque chose de très important, et un peu compliqué à faire ces idées, parce qu'elle n'est pas visible. Et je pense que ça mériterait un peu... c'est tout simplement cette dynamique du changement symbolique, c'est un changement de la relation juridico-politique et du fonctionnement du pouvoir. Et je vise fondamentalement ici la notion de Béa. Béa, c'est évidemment l'institution classique, hein, du droit classique, le renvoi au passé, etc. Alors, ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'être sensible à ce qui se passe, qui n'est pas toujours visible dans la réalité, et qui fait que vous avez une évolution qui se fait, parfois de façon très sous-jacente, parce que les choses se trouvent imbriquées de telle manière qu'elles créent des effets d'évolution sans qu'on soit toujours conscient de la chose. Alors, le lien classique de la Béa, évidemment, implique que le commandeur des croyants, c'est le commandeur des musulmans. C'est comme ça, parce que la Béa, c'est le modèle classique depuis qui vient du prophète. Donc c'est le commandeur des musulmans, c'est comme ça qu'on le comprenait. Les non-musulmans se trouvent en dehors de cela. Ils sont des dhimis, protégés, mais ils sont en dehors de cette relation. Depuis, disons, l'indépendance, on a un système de type constitutionnel, on a la nationalité, on a la citoyenneté, l'égalité devant le droit, etc. Vous avez donc une logique nouvelle, moderne,
qui définit la relation du roi par rapport aux Marocains nationaux, qui peuvent être juifs, qui peuvent être musulmans, qui peuvent être musulmans, chrétiens. Et donc, vous avez la juxtaposition de deux choses. Donc, toujours la Béa, qui existe toujours, mais qui laisse en dehors les juifs, par exemple, pour retenir le cas des juifs, hein, parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur de la catégorie des croyants, c'est parce qu'il s'agit des musulmans. Mais en même temps, ils sont plus protégés. Ils sont plus protégés. Ils sont dans le cadre de la citoyenneté, de l'égalité citoyenne. Donc finalement, le système de l'intimitude disparaît en tant que protection, et donc tout ce qui est un peu des droits, ça, est renvoyé vers la nationalité et la citoyenneté, hein, constitutionnelle. Bon. Mais le problème, on peut finalement, à partir de cette situation, dire que, donc, vis-à-vis des Marocains musulmans, le commandant des croyants est à la fois commandant des croyants et roi. Mais vis-à-vis des juifs, pour prendre les juifs, il n'est pas commandant des croyants, il est seulement roi. Vous voyez, donc il y a quelque chose là qui se construit. Mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en plus qui vient se greffer et qui complique les choses. C'est tout simplement le principe de l'allégeance perpétuelle. Ben, ce principe d'allégeance perpétuelle n'a jamais existé avant. Il a été introduit sur des suggestions du Britannique Drummond Hay, bon, ça il a été mentionné, pris à partir donc de l'exemple ottoman, et qui, pour éviter que finalement des Marocains soient soustraits à la souveraineté du sultan. Donc à partir de là, donc, on a ce principe qui veut que l'allégeance perpétuelle et que le Marocain, il est toujours sous le lien de cette béa. Il se trouve que, avec la pratique, le lien d'allégeance perpétuelle qui s'est greffé sur la béa, puisqu'il est considéré comme la conséquence du lien de béa. En pratique, je dis bien en pratique, il s'étend aussi bien aux juifs, il ne se restreint pas aux musulmans. Il s'applique à tous les Marocains. Donc l'allégeance perpétuelle s'applique aussi bien aux Marocains musulmans que les juifs. Ça veut dire que, en principe, la béa exclut les juifs. Mais en conséquence, via le principe d'allégeance perpétuelle, vous avez les juifs qui sont intégrés dans cette relation. Vous êtes dans une configuration complètement nouvelle, sous-jacente, quasiment invisible, mais qui à un moment peut se refléter au niveau de la conscience des individus. En 2008, il y a eu le représentant de la communauté juive marocaine, j'ai lu ça dans l'affaire, et qui fait une déclaration, parce qu'il y a eu une question, et qui dit, ben écoutez, sur le Maroc, le roi est le commandeur des croyants. Mais le commandeur des croyants, et les juifs sont des croyants. Donc, c'est pas obligé qu'il soit le commandeur uniquement des musulmans. Vous voyez, la conséquence vient au niveau de la conscience. Ça peut éventuellement, on imagine, si on développe la chose, ça veut dire quelque part, même sans qu'on s'en rende compte, la béa un petit peu se sécularise, hein, même si formellement, procéduralement, elle laisse quand même. Bon, j'arrête là parce que c'est. Merci beaucoup.